Bonjour à vous, ici Kalink et aujourd'hui, on va parler du nombre E et plus spécifiquement, on va parler de par où commencer avec toutes les définitions du nombre E et puis comment, à partir de zéro, à partir de vraiment de la base, comment monter et puis retrouver une à une les définitions et les propriétés de E et de la fonction exponentielle sans faire appel à des raisonnements circulaires que j'ai même vu des profs utiliser, malheureusement. Donc, la première fois que E est apparu dans l'histoire des mathématiques, c'était avec cette première formule dans le cadre de calcul d'intérêt composé. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prouver l'égalité entre cette série qui est extrêmement utile en analyse réelle et justement cette formule qui est plus utile dans le cadre des intérêts composés. Donc, on va vraiment faire appel à l'intuition pour déduire cette première formule-là. Par la suite, on va prouver l'égalité avec cette deuxième-là. Donc, en termes de préalable, en termes de ce qui est nécessaire, on va faire un peu d'analyse réelle et on va pas avoir le choix de toucher à des limites, mais je vais rendre le tout très intuitif. Et puis, en ce qui concerne la notation sigma, ici, qui sert à exprimer les sommes et les séries, eh bien, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite là-dessus sur le sujet, qui est une bonne introduction à la notation sigma et aux séries. Dernier petit préalable, c'est la notation factorielle, donc un entier factoriel. Et puis, ça fonctionne seulement quand que n est un entier positif, un nombre naturel. Donc, disons que j'ai 5 factoriels. Dans le fond, ça veut juste dire 5 fois 4 fois 3, fois 2, fois 1. Donc, en règle générale, n factoriel, c'est égal à n fois n-1, fois n-2, etc. jusqu'à ce qu'on atteigne 3 fois 2 fois 1. Donc, ça serait la définition du factoriel. Donc, on va faire une petite révision des fonctions exponentielles. On ne perdra pas trop de temps là-dessus, mais on va juste se rappeler que les fonctions exponentielles, généralement, sont de la forme f de x est égal à a fois c à la x. Donc, par exemple, une fonction exponentielle pourrait être f de x est égal à 2 fois 5 à la x. Donc, notre 5, on va l'appeler la base, mais simplement parce que c'est la base à notre exposant. Et puis, ce 2 ici, on va l'appeler la valeur initiale. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la valeur initiale? Eh bien, parce que f de 0 est égal à notre 2 là. Pourquoi? Parce que f de 0 est égal à 2 fois 5 à la 0. 5 à la 0, c'est juste 1. Donc, c'est simplement égal à 2. Donc, en gros, dans le cas général, f de 0 est égal à a, ou notre valeur initiale. Donc, ce qui est vraiment particulier avec la fonction exponentielle, c'est que contrairement à, disons, toutes les fonctions qu'on a travaillées jusqu'à maintenant, soit, disons, la fonction quadratique, l'exposant était toujours constant, tandis que avec la fonction exponentielle, c'est vraiment notre exposant qui est en variable. Donc, commençons à parler d'intérêt. Et puis, on va attaquer un premier problème. Jean a placé 1500 $ dans un compte d'épargne à taux d'intérêt composé à 3% annuellement. Après 5 ans, combien d'argent a-t-il? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est convertir notre 3%, qui vaut 3 centièmes, en nombre décimal, ce qui fait 0,03. Très bien. Et puis, par la suite, pour essayer de se donner une idée de c'est quoi ce problème-là, on va se créer un tableau. Donc, avec notre nombre d'années et notre argent, tout simplement. Et puis, on va faire ça pour 3 ans. Très bien. Donc, la manière que l'intérêt fonctionne, si on compose annuellement, c'est que, disons, après notre première année, eh bien, on va avoir notre montant initial plus 3% de ce qu'on avait. Donc, on a augmenté de 3%. Donc, 0,03 fois 1500. Et puis, par la suite, dans notre deuxième année, eh bien, ça va être... On va augmenter de 3% le montant de l'année précédente. Donc, c'est pour ça qu'on ne représente pas ça par une fonction affine. C'est parce que le montant, il change tout le temps. Après chaque année qu'on compose, le montant va avoir augmenté. Donc, très bien. Donc, on va essayer de manipuler cette expression-là un petit peu. Donc, si je dis que 1500 $, eh bien, c'est simplement 1 fois 1500 $. Ça va me permettre d'afficher, de mettre vraiment en clair le fait qu'on peut faire une mise en évidence simple. Parce qu'on a le terme 1500 en commun. Donc, on va le mettre
On va le factoriser par 1500. Et puis, ce qu'il me reste, c'est 1 plus 0.03. Donc, 1.03. Très bien. Par la suite, à ma deuxième année, eh bien, j'ai appliqué 3% d'intérêt sur le montant de mon année précédente. Donc, ça va être 1500 fois 1.03. Par la suite, je vais ajouter encore une fois 3% à ce montant-là. Donc, vu que la multiplication est associative, j'ai le droit de fermer des parenthèses et de les rouvrir, pourvu que tout soit multiplié, ça ne change rien. Et puis, qu'est-ce que je remarque? Ici, si je mets encore une fois en 1, je remarque que j'ai encore une mise en évidence. Je peux le factoriser par encore une fois 1500. Donc, ça va me faire 1500 fois 1 plus 0,03, donc 1,03 encore une fois. Et puis, on a encore un autre terme ici, en commun, qui est 1,03. Ce qui va me faire au total 1500 fois 1,03 au carré. Par la suite, je pense qu'on est capable de voir le pattern, mais on va faire pour une troisième année. Donc, pour ma troisième année, je vais avoir un montant initial de 1500 fois 1,03 au carré, auquel je vais ajouter 0.03 de ce montant-là. Donc, de 1500 fois 1,03 au carré. Je peux rajouter un 1 ici pour vraiment mettre en évidence le fait que je peux factoriser par 1500. Donc, je vais mettre le 1500 en avant. Par la suite, 1 plus 0,03, ça me fait 1.03. Et puis, j'ai aussi 1,03 au cube. Au carré plutôt. Qui est aussi présent ici. Donc, dans le fond, je factorise. Donc, dans le fond, mon terme commun qui me permet de faire la mise en évidence simple, c'est tout ce paquet-là ici. 1500 fois 1,03 au carré. Donc, 1500 fois 1,03 au carré qui est aussi ici. Très bien. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai juste envoyé le 1500 en l'avant et puis la commutativité de la multiplication me permet de le faire. C'est quoi la commutativité? C'est de dire que 4 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 4. On peut échanger l'ordre des termes et puis la réponse va être la même. Très bien, mais ça, c'est tout simplement égal à 1500 fois 1,03 cube. Donc, on peut se dire que si jamais je nomme mes variables, donc je nomme mes variables, habituellement, lorsqu'on parle de montant, on va utiliser la lettre C. Donc, disons C0 va être mon montant initial, et puis C de T, où T va être le temps en année, va être mon montant après T années. Très bien. Donc, on pourrait dire que ma règle va être C de T, qui va être égale à mon montant initial, qui était de 1500$. Donc, de 1500 fois 1,03 à la T, parce que on remarque qu'après un an, mais notre exposant était de 1, après 2 ans, notre exposant était de 2, après 3 ans, notre exposant était de 3. On a remarqué qu'on pouvait instaurer une suite logique à partir de notre tableau. Par la suite, on va aller compléter le problème. On m'a demandé, après 5 ans, combien d'argent a-t-il? Donc, mon montant d'argent après 5 ans va être de 1500 fois 1,03 exposant 5. Et puis ça, arrondi à la scène la plus proche, me fait 1738,91 $. Donc, faisons un dernier problème de ce type après 10 ans. Quelle est la valeur d'un placement de 15 000 $ avec un taux d'intérêt de 3% annuellement? Donc, on va commencer par identifier nos variables. Donc, T va être notre nombre d'années. Et puis, C de T va être l'argent, tout simplement. Donc, on peut se faire un tableau avec T et C de T. Et puis, on va, encore une fois, le faire sur 3 ans. Donc, après 10 ans, quelle est la valeur d'un placement de 15 000 $ avec un taux d'intérêt de 3% annuellement? On pourrait dire aussi que lorsque T est égal à 0, ben C de T, ça c'était supposé être un 0, C de T serait égal à 15 000. Donc lorsqu'on change
lorsqu'on se déplace d'une année. L'argent total après un an va être égal à 15 000 une fois, plus 0,03 fois 15 000, ce qui est égal à 15 000 fois 1,03. Après ça, on va avoir 15 000 fois 1,03 plus 0,03 fois 15 000. Ce qui me fait 15 000 fois 1,03 au carré. Et puis après ça, on va avoir 15 000 fois 1,03 au cube, et ainsi de suite. Donc, après t années, on va avoir 15 000 fois 1,03 à la t. Donc, ma règle va être C de t est égal à 15 000 fois 1,03 à la t. Et puis dans l'énoncé, on me demande, après 10 ans, ça va être quoi? Ça va être quoi le montant d'argent qu'on va avoir récolté? Alors, C de 10 va être égal à 15 000 fois 1,03 à la 10, ce qui fait, lorsqu'on arrondit à la cent la plus proche, 20 158 et 75 $. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On en conclut que dans le cas général, si t est le temps en année, et puis que c de t, c de 0, c de t serait mon argent après t années, C0 mon argent initial, on pourrait dire que C de t, c'est égal à C de 0 multiplié par 1 plus un taux d'intérêt qui s'écrit en pourcentage, mais qu'on va convertir en forme décimale, à la t. Donc ça fonctionne seulement lorsque l'intérêt est composé annuellement. Mais qu'en est-il, disons, si ici, comme dans ce problème-là, l'intérêt est composé à chaque 6 mois, soit 2 fois par année? Donc ceux qui ont lu ont remarqué que j'ai changé l'énoncé un petit peu, c'est simplement pour le rendre plus clair. Bref, ce qu'on pourrait faire techniquement avec ça, c'est au lieu de dire que le temps, que t veut dire le temps, mais pour une année, parce qu'il faut bien définir les variables, on pourrait décider nous-mêmes arbitrairement, dire que t, c'est le temps pour 6 mois, par période de 6 mois, mais ça, c'est un peu de la triche, c'est pas pratique, puis c'est trop facile. Donc, on va dire que t, c'est le temps pour un an, le temps en année, en fait, là, qui est standard. Donc, on va devoir raisonner à travers un tableau. Donc, on va se faire un tableau avec le nombre d'années, avec le nombre de demi-années ou de périodes de 6 mois, et bien sûr, l'argent. Donc, si je commence avec 0 année, je vais avoir 0 période de 6 mois de compléter, et je vais avoir 50 000 $. Si je complète une demi-année, je vais avoir 6 mois de compléter. Et puis, après ça, je vais avoir 2% par année composé à chaque 6 mois. Eh bien, si c'est 2% par année, et puis que 6 mois, c'est une demi-année, eh bien, le taux d'intérêt qui va s'appliquer à chaque 6 mois, ça va être 2% fois une demi, parce que c'est 2% par année. Donc, ce qui va me faire 1% par 6 mois, par demi-année. Ok, super. Donc, ça veut dire que mon argent que je vais avoir 50 000 $, plus 1%, que je vais écrire 0,01 fois 50 000 $. Donc, au total, je vais avoir 50 000 $ fois 1,01. Très bien. Après une demi-année, après une année plutôt, je vais avoir fait 2 demi-années, ce qui va me faire que je vais avoir 50 000 fois 1,01
auquel j'ajoute cette valeur-là fois 1%. Donc, fois 1% de 1,01 de 50 000. J'utilise l'associativité, la commutativité de la multiplication. Très bien. Donc, ça va me faire 50 000 fois 1,01 au carré. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que nos exposants varient vraiment en fonction de nos demi-années, de nos 6 mois, mais nous autres, on veut que ça varie en fonction de nos années. Là, on est rendu au moment où il faut déterminer une règle générale. Donc, après T années, on va avoir fait 2 T demi-années. Et donc, on a vu que le chiffre qui allait là, c'était le chiffre qui allait aller dans notre exposant. Donc, on va dire que notre argent après 2 T demi-années va simplement être de 50 000 fois 1,01 à la 2T. Et voilà, on a exprimé notre montant d'argent en fonction de T. On peut remplacer 2T par notre nombre de demi-années ou remplacer T par notre nombre d'années. Donc, on en a conclu ça, si on veut. Que notre montant final, c'est notre montant initial, fois notre 100%, plus le montant pour un an, qui était notre 2%, qu'on a divisé par le nombre de compositions en un an. Donc, 2% qu'on a divisé par 2, vu que il y a 2 demi-années dans une année. Donc, il y a 2 compositions d'intérêt dans un an. Ici, c'est composé à chaque 6 mois. Très bien. Exposant ce nombre de compositions-là fois T. Très bien. On peut bien prendre la peine de répondre à la question. On me demande après 10 ans quelle est la valeur d'un placement de 50 000 blablabla. OK. Donc, je peux aller prendre cette formule-là. Donc, que j'aurais CET est égal à 50 000 fois 1,01 à la 2T. Je remplace T par 10. Ça me fait C de 10 est égal à 50 000 fois 1,01 à la 2 fois 10, donc à la 20. J'écris ce montant-là sur ma calculatrice, j'arrondis au centième près, et voilà ma réponse. Donc, on va faire un problème similaire encore. Donc, quelle est la valeur après 6 ans d'un placement de 3 500 $ avec un taux d'intérêt de 10% par année composé mensuellement? Alors, on peut quand même commencer par noter que un mois, c'est le 12e d'une année. Donc, le 12e d'une année fois 10% par an, ça me fait 10 douzièmes % pour un mois. Donc 10 douzièmes %, ça fait 5 sixièmes, 2%. Donc, ce qui me fait 5 sur 600, vu que le symbole de pourcentage a une valeur de 1 centième, ce qui me fait 1 sur 120. Donc voilà le pourcentage mis sous forme décimale du taux d'intérêt pour un mois. Donc on peut refaire un tableau comme on a fait précédemment, sauf qu'au lieu d'avoir le nombre de demi-années ou de périodes de 6 mois, eh bien là j'ai le nombre de mois. Donc après 0 année, donc en fait au début, ça va me faire un nombre de mois lié à la 0 et je vais avoir 3 500 $. C'est ma valeur initiale. Par la suite, disons que j'ai un 12e d'année, ça va me faire un mois, et après, ça va me faire 3 500 $ fois 100%, auquel j'ajoute mon 5 sixième %, donc auquel j'ajoute 1 plus 1 sur 120, ce qui va me faire 121 sur 120. Si jamais je fais 2 douzièmes de mois, je pourrais réduire à un sixième, mais pour la simplicité et pour l'intuition, je vais le laisser comme ça. Je vais avoir 2 mois et je vais avoir 3 500 $ fois 121 sur 120 exposant 2, comme on a vu plein de fois. On peut après en déduire qu'après T années,
je vais avoir 12t mois, ce qui va me faire une règle en fait en fonction de t de 3500 fois 121 sur 120 exposant 12t. Et puis voilà la règle en fait de la fonction qui représente la situation. Donc C de t est égal à 3500 fois 121 sur 120 exposant 12t. Et puis, après 6 ans, on va tout simplement remplacer t par 6 dans l'équation. Donc, ça va me faire c de 6 est égal à 3500 fois 121 sur 120 exposant 72 parce que 12 fois 6 fait 72. On n'a qu'à taper ça dans la calculatrice et on va avoir un résultat d'approximativement 6361 et 58 $. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On peut en conclure que mon montant d'argent final est égal à mon montant d'argent initial que je multiplie par mon taux d'intérêt pour 1 an que je divise par le nombre de compositions que j'ai pendant 1 an. Ça, c'est le taux d'intérêt que... Mais ça, c'est en fait l'intérêt que j'ajoute, mais il ne faut pas oublier ce que j'ai déjà. Donc, j'ai ajouté le 100%. Exposant le nombre de fois que j'ai de compositions par année fois le nombre d'années. Et maintenant, on va se demander, et s'il pouvait y avoir d'intérêt de composition continue, dans le sens, si au lieu de composer les intérêts après 1 an, je compose après 6 mois, après 1 mois, après 1 semaine, après 1 jour, après 1 seconde, après 1 fraction de seconde, si cette fraction de seconde devient de plus en plus petite, si je composais de l'intérêt à chaque instant, qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc, pour faire ça, on va commencer par définir une constante qui est justement cette constante-là. Et pour le faire, on va réemployer la formule précédente. Et pour simplifier les choses, je vais renommer cette constante-là C0 par A. Par la suite, j'ai décidé d'appliquer un taux d'intérêt de 100%. Donc, dans le fond, de juste de 1. Ce qui va me faire que A, que ça va être égal à 1, à A fois 1 plus 1 sur N, exposant NT. Et puis là, nous autres, on se rappelle, notre but, c'est que à l'intérieur d'un an, donc mon T va être égal à 1, à l'intérieur d'un an, notre nombre de fois qu'on compose intérêt soit de plus en plus élevé. Donc là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre but, c'est de créer une constante. Et pour créer une constante, il faut simplifier les choses. Pour créer n'importe quel modèle, on va partir de l'unité. Et puis par la suite, dans les situations, c'est là qu'on va pouvoir agrandir ou rapetisser cette unité-là. Donc, si les gens qui ont regardé ma vidéo de trigonométrie comprendront, lorsqu'on a défini les fonctions sinus et cosinus, on est parti d'un cercle de rayon 1, du cercle unité. Et puis, il n'y a rien qui nous empêcherait de prendre les propriétés qu'on a trouvées dans le cercle de rayon 1 et puis de les multiplier par 5, les appliquer dans un cercle de rayon 5. Mais pour créer les fonctions de base, pour créer le modèle, on s'est vraiment servi du cercle unité, de l'unité. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va simplifier les choses à mort, et puis par la suite, on va complexifier les choses en prenant notre constante et en l'appliquant dans différentes situations. Donc là, le signe d'égalité ne tient plus, mais bon. Alors, moi, dans le fond, ce que je recherche, c'est la limite lorsque n approche plus d'infini. Donc, dans le fond, lorsque le nombre de fois que je compose l'intérêt dans mon année devient de plus en plus grand, de 1 plus 1 sur n exposant n. Donc là, il y a deux possibilités. Soit la limite existe, et soit on arrête vraiment à un point précis, soit elle n'existe pas. Alors,
on va, disons, inventer une fonction. F de n est égal à l'intérieur de la limite, soit 1 plus 1 sur n, tout ça exposant n. Et puis, on va regarder son comportement. On va regarder, disons, là, à partir de là, il y a deux solutions. Il y a deux, si on veut, possibilités. Donc, je vais avoir n sur cet axe-là, f de n sur cet axe-là. Soit la fonction est continuellement croissante et elle va tout simplement, sa limite va être plus l'infini, donc on ne sera pas un nombre réel, ou sinon, à un moment donné, elle va majorer à un certain point, et puis ça va faire quelque chose comme ça environ, lorsque n devient de plus en plus grand. Et fait on va dire qu'à un moment donné, la limite, c'est-à-dire en quelque sorte f de plus l'infini, serait égale à la valeur que je recherchais. Donc, c'est un peu ça, si on veut, l'intuition graphique qu'on peut se donner de la limite. Et puis, pour essayer ça, on peut faire une technique numérique. On peut commencer par essayer avec n est égal à 1, n est égal à 10, n est égal à 100, n est égal à 10 millions. Donc, on pourrait essayer de taper, disons, sur votre calculatrice 1 plus 1 sur, je sais pas moi, 100 exposant 100, si je remplace par n est égal à 100. Et puis après, je remplace par n est égal à 1 million. Donc, j'aurais 1 plus 1 sur 1 million exposant 1 million. Et ainsi de suite. Vous pouvez essayer plein de choses sur votre calculatrice. Et puis, on remarque que cette limite, elle converge. En fait, oui, elle existe, cette limite, elle existe. C'est vraiment dans la deuxième situation où il y a ça, si on veut, sur un graphique, ça arrêterait à un point. Cette limite, c'est environ égal à 2.71828. Et puis, cette constante-là, 2.71828, c'est exactement le nombre E. Alors, le nombre E se définit comme l'intérêt composé continu pendant un an d'$1 à un taux d'intérêt de 100%. Donc, si E est égal à la limite lorsque n approche plus l'infini de 1 plus 1 sur n exposant n, eh bien, E exposant x devrait être égal à toute cette patente-là exposant x. Très bien. Mais maintenant, on va essayer de le découvrir vraiment intuitivement. Là. La fonction f de n est égale à 1 plus 1 sur n exposant n commence à 1 et ressemble à peu près à ça. Et puis, disons, on atteint E, donc, disons n, f de n, voilà. Donc, si on approche plus l'infini, la fonction se rapproche de plus en plus de E. Très bien. Disons que je prends cette affaire-là, E, et puis que je le fais exponent x. Dans le fond, là, vu que E ici est une limite définie, et vu que puisque ça c'est un nombre réel bel et bien défini, et que l'exponentiation est continue, ben, il n'y a rien qui m'empêche de prendre cet exposant x-là et puis de l'amener à l'intérieur de la limite. Ce qui va me faire n fois x comme ceci. En fait, c'est comme si j'avais fait ça comme ça, et puis qu'après j'avais enlevé les parenthèses. Très bien. Donc, avant de continuer, ça veut dire quoi intuitivement qu'une fonction est continue? On pourrait rien plus rentrer dans les détails que ça, mais en gros, ça veut dire qu'on peut la tracer en un coup de crayon. Par exemple, la fonction f de x est égale à x carré est continue parce qu'on peut la tracer en un coup de crayon. Si on veut toutes les valeurs se suivre, on pourrait l'expliquer comme ça. Tandis que, disons, f de x qui est égal à la valeur, la partie entière de x, disons, qui est comme ceci, qui part comme ça, eh bien, on doit faire plusieurs coups de crayon pour la tracer. Donc, par exemple, elle n'est pas continue, justement, dans le point 1 ici. Elle n'est pas continue en 1 et en fait, elle n'est pas continue n'importe quoi, à n'importe quel entier. Vu qu'on ne peut, et elle n'est surtout pas continue sur R, puisqu'on ne peut pas, la tracer en un coup de crayon. Les fonctions qui ont un point indéfini, par exemple, f de x est égal à 2x sur x. Ben, c'est simplement f de x est égal à 2, sauf lorsque x est égal à 0. Parce que lorsque x est égal à 0,
cette fonction, ben le dénominateur devient 0, donc c'est indéfini. Donc si j'étais pour tracer f de x est égal à 2x sur x, eh bien, je tracerai la fonction comme ça, jusqu'à x est égal à 0, j'aurai un point indéfini ici, et ça continuerait comme cela. Donc cette fonction-là ne serait pas continue en 0, elle serait continue partout ailleurs, mais pas sur R. Par la suite, on va essayer de simplifier cette expression-là pour la transformer en quelque chose qui est plus sympathique à travailler. Donc, on va poser une variable u, donc posons u est égal à n fois x. Donc, on va avoir besoin de cette définition-là une fois. On va aussi avoir besoin de jouer avec un petit peu. On va isoler n. Donc ça veut dire que n est égal à u divisé par x. Très bien. Donc ça veut dire que 1 sur n, qui est n à la moins 1, c'est u sur x à la moins 1, donc x sur u. Très bien. Donc on va pouvoir se servir de ça. Donc je retourne à ma couleur noire. Donc ça va être égal à la limite quand n approche plus l'infini de 1 plus 1 sur n. 1 sur n, on a dit que c'était x sur u. Et puis on a dit que u c'était n fois x. Donc 1 plus x sur u exposant u. Là, un petit problème. Ici on a du n et puis là on a du u. Alors pour résoudre ça, on va bien dire par quoi on peut faire ce qu'on appelle réindexer, c'est-à-dire pouvoir changer cet indice-là ici. Donc, on va se demander U approche quoi lorsque n approche plus l'infini? Là, j'utilise une notation par équivalence. C'est la notation la plus intuitive qu'on peut utiliser. Donc, pour savoir U approche quoi lorsque n approche plus l'infini, on va se dire U en fonction de n, c'est quoi? Eh bien, U, c'est n fois x. Donc, disons que n, c'est plus l'infini. On va l'écrire comme ça, là, même si c'est pas très rigoureux, on va l'écrire comme ça pour bien le comprendre. Donc, u, c'est plus l'infini fois x. Donc, pour ça, on va vraiment avoir trois cas. On va avoir un premier cas lorsque x va être plus grand que 0, un cas lorsque x va être égal à 0, et un cas lorsque x va être plus petit que 0. Donc, on va prendre le cas le plus simple, qui est x est égal à 0. Donc, on se ramasserait si x est égal à 0 avec u qui serait égal à plus l'infini fois 0. Et puis plus l'infini fois 0, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Ça veut dire que juste avec ces informations-là, on ne peut pas déduire qu'est-ce que ça approche, mais on ne va pas essayer de faire une investigation supplémentaire, tout simplement parce qu'on peut juste définir e exposant 0 comme étant égal à 1. Donc, si jamais mon x est égal à 0, eh bien, mon u va être une forme indéterminée, mais on ne cherche pas plus loin parce qu'on sait déjà que e exposant 0 est égal à 1 parce que n'importe quel nombre positif, réel positif, exposant 0 est égal à 1. Très bien. Par la suite, donc ça, on ne va pas s'en préoccuper. Si u est plus grand que 0, ben, n'importe quoi positif fois plus l'infini, ben plus par plus, ça fait plus. Je vais toujours avoir plus l'infini. On a un problème lorsque x est plus petit que 0. Si je veux, genre, par exemple, savoir e exposant moins 1. Eh bien, mon u, disons que j'ai plus l'infini fois moins 1, ben c'est clairement moins l'infini. Donc, on va avoir moins l'infini pour tout nombre négatif. Mais, ce n'est pas tant un problème que ça parce que la limite, lorsque n s'en va vers moins l'infini, de 1 plus 1 sur n exposant n est quand même égal à e. Donc, dans le fond, ça peut être plus ou moins l'infini, et la limite est la même. Donc, le seul cas, entre guillemets, problématique, c'est le cas où x est égal à 0, et puis, ça ne finira pas comme un problème en fin de compte, parce que on peut simplement définir que e exposant 0 est égal à 1. Donc,
mes valeurs de réindexage sont connues. Donc, je peux juste dire que ça, c'est égal à la limite lorsque U approche plus ou moins l'infini de ce paquet-là. Maintenant, on peut se dire que le symbole moins n'est pas vraiment nécessaire, en fait, parce qu'à la limite, qu'on s'en aille vers plus ou moins l'infini, la limite est la même. Donc, ce n'est pas nécessaire. Alors, on va simplifier ça par U s'en va vers plus infini. Et puis, ça va fonctionner pour tout x, sauf pour x est égal à 0. Mais alors, encore une fois, on a notre condition ici, e exposant 0 est égal à 1. On peut même remarquer que disons que x est égal à 0, eh bien, la limite lorsque u se dirige vers plus l'infini de 1, de 1 plus 0 sur u exposant u, eh bien, 1 plus 0 sur n'importe quoi me fait 1, et 1 exposant n'importe quoi me fait 1. Donc, je retombe quand même sur 1 lorsque x est égal à 0. Ce qui fait que cette formule-là est valide pour tout x. Donc, ça maintenant, on peut remplacer u par n parce que u ne veut pas dire grand-chose, sauf si on l'a défini, mais on peut simplement remplacer u par n et dire que e exposant x est égal à la limite lorsque n se dirige vers plus l'infini de 1 plus x sur n exposant n. Superbe. Donc là, ce qu'on vient de démontrer, en quelque sorte, c'est que e à la x est égal à ça, mais e à la x était également égal à ce qu'on a vu précédemment. Donc, ce qu'on vient de prouver, c'est que la limite, lorsque n se dirige vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n puissance nx est égal à, si je prenais le x et que je l'envoyais à l'intérieur. C'est en gros ça qu'on vient de faire. C'est-à-dire la limite, lorsque n approche plus l'infini, de 1 plus x sur n puissance n. Donc, c'est quand même un résultat assez beau. Là. On peut le remarquer. Donc, même si ça ne sera pas complètement nécessaire pour notre compréhension de E, quand on commence quelque chose, on le finit. Alors, revenons sur notre problème des intérêts composés continus. Donc, voilà ce qu'on avait défini pour notre constante E. Mais maintenant, il faut passer dans un cadre plus général. Il faut quand même se rappeler que notre formule à la base, c'était ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette limite-là. Donc, je vais reprendre la limite quand que n approche plus l'infini de 1 plus 1 sur n exposant n. Et puis, on va refaire le chemin inverse de ce qu'on a fait tantôt pour découvrir cette limite-là. Donc, premièrement, on va remettre notre terme a, ou C0, juste parce qu'en fait, on va avoir besoin d'un montant initial qui multiplie notre constante ici, E. Donc, on va aussi rajouter le temps et l'intérêt qu'on avait enlevé précédemment. Très bien, donc on pourrait se servir de cette formule-là, mais je vous dis qu'il y a mieux, qu'il y a une manière beaucoup plus simple, en utilisant la constante E, d'exprimer cette formule-là d'une manière très plus simple. Donc, on va se servir de ce qu'on vient juste de passer plusieurs minutes à démontrer. Donc, si jamais je prends E exposant x, donc tout E exposant cet x-là, eh bien, je peux tout simplement le rentrer. On va faire le chemin inverse. Donc, ça, ici, ça va me faire la limite lorsque n approche plus l'infini de a fois 1 plus 1 sur n exposant i fois n fois t. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je garderai le n de côté et puis je multiplierai par it, comme ceci. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je viens juste de faire apparaître ici ma constante E. Ce qui va faire que tout ça va être égal à, eh bien, la limite de cette patente-là, c'est tout simplement E, en fait A fois E, à la IT. Donc, pourquoi est-ce que je me permets d'enlever la limite tout de suite? C'est parce que la limite, elle touche toutes les composantes qui ont du n à l'intérieur. Donc, allons voir où est-ce qu'il y a du n. Donc, il y a du n ici et ici.
Donc, tout le n qu'il y a est à l'intérieur de notre définition de e. Il n'y en a pas à l'extérieur. Donc, ce qui fait que la limite, vu qu'elle impacte juste ça, eh bien, je peux tout simplement l'enlever. Donc, mon montant d'argent final est égal à A, ou qu'on avait dit qui était C0, fois E, exposant mon taux d'intérêt fois le nombre d'années. Et puis ça serait, si jamais il y a de l'argent qui est, de l'intérêt qui est composé à chaque instant, donc continuellement, ça serait quoi le montant d'argent après T années? Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découvert que la constante E était égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n exposant n. De manière similaire, on a trouvé que la fonction e exposant x, la fonction exponentielle base e, était égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n exposant n. Donc pour faire ça, on a parlé d'intérêt. On a parlé d'intérêt composé en premier lieu sur un an, puis on a joué avec la période de temps où c'était composé pour finalement arriver à la continuité. Là, on a découvert la constante E. Dans la partie 2, on va partir de cette définition intuitive de la fonction exponentielle et puis on va prouver que cette définition de la fonction exponentielle est égale à une autre définition de la fonction exponentielle qu'on se sert principalement en analyse, donc qui est la série démarrant à n est égal à 0 jusqu'à l'infini de x exposant n sur n factoriel. Donc tout ça, c'est la fonction exponentielle de x. On va prouver l'égalité de ces deux expressions.